Du coup, deuxième partie, les travers et les pièges dans lesquels je suis tombée. Premier piège dans lequel je suis tombée, je n'étais pas encore, j'avais pas encore accepté toutes les croyances. J'avais juste commencé à me dire que peut-être, effectivement, tout était divin. Puis ça me semblait plutôt cohérent de me dire que on était tous égaux, on était tous divins, que ce soit les animaux avec nous, avec le règne végétal, le règne minéral, tout ça. Je trouvais ça beau comme idée que on faisait tout était un tout et que rien n'avait d'échelle, d'importance par rapport aux autres et que du coup il n'y avait pas un dieu extérieur qui nous regardait comme une petite fourmilière, que Dieu c'était tout, c'était la vie, c'était l'énergie qui était entre nous. Ouais. C'était une idée qui me plaisait et qui intellectuellement je la trouvais intéressante et du coup j'ai commencé à en parler autour de moi, à vouloir la partager et puis à me rendre compte qu'en fait il y avait plein de gens qui commençaient à penser comme ça aussi. Et mon ex-petit copain du coup de l'époque que j'avais rencontré dans un stage de Reiki avait décidé de m'emmener le Reiki, dont j'étais aussi à ce moment-là encore en train de me dire est-ce que ça fonctionne. Oui, les gens me disent qu'ils ressentent des trucs, donc c'est que je fais vraiment quelque chose, donc c'est que ça marche, donc c'est que ça existe. Et il m'emmène dans une convention de médium. Il voulait m'emmener là-bas, donc j'y vais, j'étais genre ok, c'était un peu barré, j'étais en bagnole comme ça, on avait 1 heure de route, il m'emmène là-bas, et j'assiste à une conférence d'une femme qui est coach en développement personnel et aussi guide, qui fait de la guidance, et elle me subjugue. Je la trouve incroyable, elle a une grande aura, beaucoup de charisme, elle parle fort, elle était pas jolie physiquement, mais je la trouvais incroyable. Elle dégageait un truc, quoi. Comme il y a plein de gens que vous rencontrez qui dégagent des trucs sans forcément. Enfin bref, elle dégageait un truc et en plus, elle avait quelque chose à apporter parce que moi, je cherchais des réponses et elle disait qu'elle en avait. À la fin de la conférence, je décide d'aller la voir à son stand où elle proposait de faire de la guidance avec les cartes. Donc j'étais là genre, bah ok, si cette femme qui me paraît tellement super, tellement j'utilise le mot ancré parce que j'ai pas d'autres mots. Elle avait l'air tellement bien sur ses appuis, elle avait l'air tellement sûre d'elle, tellement. Enfin, elle dégageait un truc quoi. Je me suis dit, bah si elle me tire les cartes, c'est qu'elle sait faire quoi. Moi, genre. Je me suis rendu compte aussi que avant du coup de faire tout ce travail là, je n'avais jamais envisagé que la méchanceté gratuite pouvait exister. J'ai toujours pensé que tout le monde. Enfin, la méchanceté gratuite, je trouve ça inutile. Et du coup, je ne conçois pas qu'il existe des gens, je ne concevais pas qu'il existe des gens qui sont méchants parce que ça les fait kiffer. Du coup, j'ai toujours pensé à la bonne foi de tout le monde. Je n'ai jamais imaginé qu'on pouvait... Je savais que ça existait, mais dans les films, quoi. Qu'il y avait des gens qui se servaient de la faiblesse des autres pour leur soutirer de l'argent ou de les manipuler, quoi. Je sais pas si cette femme en question, elle était méchante. Enfin, je veux dire, méchante. Si elle me manipulait, sans en avoir conscience, parce que par exemple, moi je l'ai fait aussi, sans avoir conscience que je canalisais rien du tout à part voir ce que je voyais des gens. Je vais parler de ce qui s'est passé exactement, ce sera plus simple, ce sera plus clair. J'arrive, je me poste en face d'elle et je lui dis mon prénom et mon âge. Et donc elle commence à tirer les cartes et elle me dit, je vois, tes guides me disent à travers les cartes que il y a eu une grande blessure dans l'enfance. Moi, je suis là genre, bah oui, carrément, il y a eu une grande blessure dans l'enfance, effectivement. J'ai été abandonnée par mon père à 12 ans, donc je commence à avoir les yeux qui se mouillent. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que tout le monde a une grande blessure dans l'enfance. Je veux dire, tu dis ça à n'importe qui, cette personne, elle va dire, bah oui, faites le test autour de vous. Tout le monde a une grande blessure dans l'enfance, que ce soit une blessure physique, comme par exemple quelqu'un qui s'est cassé la jambe, ou une grande blessure morale ou émotionnelle, je veux dire, dans l'enfance. Enfin, je veux dire, on a tous déjà été blessés, on a tous une grande blessure, et puis bah du coup, pour nous, la plus grosse blessure qu'on a eue, même si on n'a pas eu une vie compliquée, c'est toujours une grosse blessure, parce qu'on n'a pas de gradient avec ce que d'autres personnes peuvent vivre qui est extrêmement douloureux. Donc peu importe qui on est, peu importe notre vie, on a tous une grande blessure dans l'enfance. Donc elle me dit ça. Moi, je me rends pas compte que je lui donne les informations qu'elle avait besoin pour pouvoir me manipuler.
pour me mettre en confiance qu'elle canalisait vraiment des choses. Elle tire les cartes et tout ça, du coup je lui parle de mon père, elle tire les cartes et elle fait ben je vois que du coup les hommes vous ont déçu, mais les femmes aussi. Donc là, qu'est-ce que je fais comme une grande andouille? Je lui dis, bah effectivement, je me suis séparée de ma copine avec qui j'ai été pendant 8 ans, et pendant notre relation, pas notre séparation qui s'est bien passée, mais pendant notre relation, il y avait des moments extrêmement difficiles où j'ai vraiment beaucoup souffert et j'ai plus trop confiance en amour. J'ai du mal à faire confiance depuis parce que bah on m'a menti, on m'a trompé, on m'a trahi et du coup bah ça m'a marqué. Et du coup, bah, je lui raconte tout ça, je lui dis tout ça, je lui dis aussi que ma mère, elle a pas forcément été la personne la plus cool du monde. Et en fait, bah, je lui donne toutes les informations qu'elle avait besoin pour pouvoir me manipuler. Et je me rends pas compte parce qu'en fait, je suis là en toute bonne foi et puis en plus, je suis hyper curieuse et j'ai très envie que ça existe. Parce que pour moi, c'était hyper cool en fait que ça existe. J'avais envie que ça existe. C'est comme. Il y a des gens, ils aimeraient bien que les super-héros existent parce que ça les ferait kiffer, mais c'est pas le cas. Juste, c'est pas le cas. Et donc voilà, donc on se fait avoir par cette espèce d'effet de... Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle l'effet de Barnum. Barnum. Je sais pas. En gros, on dit quelque chose d'extrêmement large et la personne en face, elle a l'impression que ça lui est directement visé parce qu'elle se reconnaît dedans. Mais il y a des phrases bateaux dans lesquelles tout le monde se reconnaît forcément parce qu'on est des humains et qu'on s'imagine du coup que l'autre a vu quelque chose chez nous parce qu'en fait on se rend pas compte sur l'instant que tout le monde est comme ça. Tout le monde a déjà souffert, tout le monde a déjà été blessé et déçu par quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et tout le monde a une blessure d'enfance. Et du coup voilà, en fait elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider, en plus elle a utilisé des techniques... Enfin sur moi ça marche, enfin, il y a eu des moments où genre elle m'a attrapé les mains au bon moment et enfin du coup ça m'a fait des trucs, j'étais là genre... Enfin, en fait, j'étais en pleine souffrance, puis elle m'attrape les mains, parce que du coup, je lui raconte des moments compliqués, et puis, ben, c'est des techniques où ça vous met en confiance, où vous vous dites que la personne en face, elle a vraiment de l'empathie. Ce qui est peut-être le cas, hein, je veux dire, c'est peut-être le cas. Et puis cette nana, si ça se trouve, elle a aucune conscience, en fait, qu'elle ne fait que raconter la vie de tout le monde, et de ce qu'elle voit de moi aussi. À un moment, du coup, elle me dit... Je vois que vous êtes à un moment de votre vie où vous devez faire un choix compliqué. Effectivement, à ce moment-là, j'étais en train de devoir choisir si je rentrais tout de suite en architecture, ce que j'avais pas du tout envie de faire, même si c'était la chose la plus sensée à faire, sachant que dans ce monde, c'est difficile de trouver du travail et que je me disais que si j'avais un trou dans mon CV entre mes études et mon premier boulot, ce serait pas une bonne idée. Mais en même temps, j'avais terriblement besoin de me reposer. Et puis, du coup, en même temps, j'avais cette attirance vers ce monde-là. J'y croyais pas complètement, mais je commençais à mettre un pied dedans et je me disais, si ça se trouve, ça n'existe pas, mais si ça existait, ce serait tellement cool et ma vie serait tellement plus facile. Donc voilà comment on peut se faire avoir et comment en fait ça vous fait des petites confirmations de ce monde-là et ça vous raccroche, enfin vous commencez à donner de plus en plus d'importance à ces croyances et puis en fait vous vous rendez compte que c'est un monde dans lequel il y a tellement de gens qu'en fait vous vous dites, on peut pas être autant à être dans le même délire. Et en fait, bah si, complètement. Je veux dire, moi je suis pas du tout croyante dans la religion chrétienne et pourtant il y a plein de gens qui sont dans ce délire-là et je veux dire, je veux pas critiquer la religion en elle-même, mais je trouve qu'elle est très critiquable. Et je veux pas critiquer les gens qui sont croyants, enfin, je dis juste qu'il y a des trucs qu'il faut faire attention. Et là, du coup, bah, je me disais des choses qui étaient complètement fausses. Comme par exemple me dire que s'il y avait autant de gens qui croyaient la même chose, c'est que c'était forcément... Enfin, c'est que ça lui accordait une valeur. Sauf que c'est faux. En fait, on peut tous avoir des pensées complètement fausses sur quelque chose, la partager à plein, et en fait, juste avoir tous tort. Un exemple tout bête. À un moment de l'existence de l'humanité, tout le monde pensait que la Terre était plate en même temps, et on avait tous complètement tort. En fait... je me suis faite avoir par des pensées, par mes propres biais cognitifs, par la validation des autres sur ce que je faisais en soins, par exemple. Les gens qui revenaient vers moi en disant « merci, tu m'as trop aidé » ou « ce que tu m'as dit, ça m'a fait vachement de bien ». C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et puis aussi, mes guides m'ont dit que t'as été placé sur mon chemin exprès et tout ça. Et en fait, du coup, bah, je croyais les autres. On était tous dans le même délire, donc on était tous dans le même rêve. Il y avait personne qui arrivait à se réveiller. Et tous les gens qui étaient réveillés en même temps que nous, on était endormis.
Ah oui, parce que du coup, je trouve ça très très drôle que ce soit un monde où on vous parle d'éveil, mais en fait vous vous endormez complètement et vous planez à 4000. Et qu'en fait on dit que c'est ceux qui sont dans le monde rationnel et réel et qui font attention à ce à quoi ils croient, ce à quoi ils pensent, qui essayent d'avoir du discernement, qui essayent de remettre en question leurs croyances, de pas donner, enfin de pas plonger dedans, de pas plonger dans une secte, très simplement. Et bah c'était eux en fait qui étaient endormis et nous on était éveillés, mais en fait nous on était tous complètement perchés et puis les gens normaux bah ils nous regardaient comme ça genre bah bon bah finir par redescendre les couillons là-bas quoi. Enfin euh, c'est cet effet de tout le monde y croit sauf moi et du coup bah je vais y croire aussi parce que si tout le monde y croit je vais avoir raison d'y croire. C'est aussi quand j'ai été dans des festivals chamaniques où je voyais tellement de gens qui étaient tellement plus perchés que moi et je me disais mais en fait bah du coup il y avait des trucs qui étaient tellement perchés, qui étaient dites, que c'était tellement énorme que du coup les autres croyances, et ben en fait elles passaient. C'est c'est un petit peu quand on, enfin ça me fait penser à cette espèce du choix du pire. Tu préfères avoir la peste ou la grippe? Bon alors là on est en plein Covid-19, du coup c'est peut-être pas une bonne idée de parler de grippe, mais bah du coup bah la grippe, ok, je prends la grippe. On te donne l'illusion d'un choix entre un truc terrible et un truc moins terrible, tu prends le truc moins terrible. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé entre on te donne l'illusion d'un choix où en fait t'as le choix de ne pas croire du tout, de ne pas accéder à ses croyances, mais moi je le voyais pas. Je voyais ça comme t'avais le choix entre croire aux elfes de forêt ou te dire que tout le monde est divin et que l'énergie elle bascule entre nous. Et puis aussi du coup, il y a tellement d'usages de la biaisé de la science pour faire comprendre certaines notions, comme par exemple utiliser la métaphysique, ce genre de choses. Les gens ils bitent rien à la métaphysique et puis ils l'utilisent. Quand on dit qu'il peut y avoir deux choses au même endroit en même temps dans la physique quantique. Alors, parce que, non, alors les trucs sur le quantique, c'est du bullshit à 30 000 km. Mais c'est utilisé parce que du coup, ça donne des mots scientifiques, donc ça te donne l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi et qui du coup qui a été découvert par des chercheurs scientifiques. Et du coup, tu lui donnes du crédit. Sauf qu'en fait, quand on te dit ça en mécanique quantique, c'est qu'en fait, il y a une probabilité qu'à un même moment, quelque chose, alors je sais plus ce que c'est, un neutron, un proton, bah non, c'est encore plus petit, du coup c'est dans l'atome, que je sais plus comment ça s'appelle, des quantum, j'en sais rien, enfin en fait, en gros, du coup, ce qui a été découvert, c'est que il y a une probabilité que ce que tu es en train de chercher puisse être à cet endroit et à cet endroit en même temps. Mais c'est juste qu'il y a une probabilité qu'il soit là et il y a une probabilité qu'il soit là aussi. Mais en fait, ça veut pas dire que le truc est à deux endroits en même temps. En même temps. C'est pas vrai, c'est de la proba. Et du coup, ben, les gens. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est là-dedans et qui comprend la physique quantique, s'il veut bien m'expliquer, je serais ravie. Et j'espère que j'ai pas dit de conneries. Et j'espère que mon exemple, enfin, juste que ça soit pris à titre d'exemple. Mais du coup, dans le monde spirituel, on te dit que si tu peux être. Enfin, si qu'un truc à l'intérieur. Enfin, qu'un truc dans un atome, il peut être à deux endroits en même temps, ça veut dire que si. Enfin, que nous aussi, on peut être à deux endroits en même temps. Déjà, il y a un gros problème en fait, parce qu'en fait, par rapport au rapport d'échelle, on n'est pas soumis aux mêmes lois de la physique. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, mais du coup, en gros, on utilise ce que les gens comprennent mal de la physique quantique pour faire gober des croyances ésotériques. Qu'on peut donc être à plusieurs endroits en même temps et du coup t'essayes. Alors moi j'ai essayé d'être à deux endroits en même temps parce que du coup j'avais une démarche empirique, j'essayais de comprendre, j'essayais de trouver, et puis j'avais envie d'y croire, donc je laissais toutes les chances possibles à tout. Du coup j'ai commencé à me dire que je faisais du voyage astral et qu'en fait juste j'étais dans ma tête à m'inventer des rêves éveillés. Et je me voyais à d'autres endroits, mais en fait juste j'étais en train d'imaginer en fait. Et je prenais cette imagination comme des faits, comme si j'étais vraiment en train de me balader ailleurs. Mais non, je me baladais ailleurs dans ma tête. C'est comme là maintenant, je suis capable de me balader sur la plage. Ça veut pas dire que je suis sur la plage. Je suis ici avec vous. Je suis ici avec vous, mais je suis pas à la plage. Par contre, je peux me faire croire que je suis à la plage là maintenant tout de suite. Parce que j'ai l'évocation des souvenirs et que j'ai de l'imagination. Mais ça, c'est normal, tout le monde fait ça. Tout le monde peut faire ça. Ça veut pas dire que je suis éveillée, que je suis un être de lumière. Donc il y a eu ça. Il y a le fait qu'aussi ces pensées d'amour, que tout est lumière et tout ça, ça vous met high quoi. Enfin ça vous drogue et vous avez besoin de votre shoot en fait. Et du coup avoir ces pensées là,
ça vous fait planer en fait. C'est comme ça a aucune différence avec le mec qui s'envoie de l'alcool dans la tronche ou celui qui fume un pétard. Il n'y a aucune différence. Juste ça se voit pas. Je le fais avec ma propre tête en fait et mes propres croyances. Ça me rend high. C'est ça l'illumination, c'est celui qui en fait il est... J'ai eu des moments d'illumination, ouais. Je suis partie dans des délires comme celui qui prend de la MD dans un festoche quoi. Enfin je veux dire, j'ai eu des moments d'illumination, oui. J'ai été complètement barrée. Les voyages chamaniques quand on te met à... Alors je me suis... Oh putain, j'ai fait ces trucs, j'ai fait de la renaissance, je suis allée dans des... je me suis mis dans des huttes de huttes de sudation où j'étais avec 50 personnes en train de pleurer tellement il faisait chaud, à hurler. Je fais de ces trucs. Heureusement, je suis pas partie en Amérique, en Amazonie. Mon copain est parti sans moi parce que c'était la période où je commençais à être vraiment très fragile psychologiquement parce que du coup, avant d'en ressortir, j'ai vraiment touché le fond du fond. Parce qu'en fait, j'utilisais une méthode pour essayer d'aller mieux sur un problème que j'avais et que j'ai su régler aujourd'hui maintenant. Et que c'est complètement fini et j'en suis très heureuse. Qui se trouve être un traumatisme d'enfance, un traumatisme dans ma jeunesse. Et du coup, j'avais des angoisses qui montaient dans certaines situations. Ces situations, en fait, c'était être en couple. C'était être en couple avec un garçon qui me dit qu'il m'aime et qui veut être en couple exclusif avec moi. Et en fait, ça venait réveiller un traumatisme. Et du coup, ça réveillait en moi des grosses angoisses. Parce que j'avais l'impression d'être en danger à cause de ça. Sauf que comme j'avais un traumatisme sur lequel je pensais que j'en avais pas. Parce que après ça, j'ai été 8 ans avec une nana et pendant 10 ans, j'ai pas approché un mec. Et que le trauma vient de mon premier petit copain. J'ai jamais su, je savais pas que j'étais traumatisée jusqu'à ce que je rencontre une situation qui ressemble à celle que j'avais vécue quand j'avais été traumatisée. C'est un petit peu comme quelqu'un qui sait pas qu'il est phobique des araignées jusqu'à ce qu'il rencontre une araignée. Pareil, je savais pas que j'étais phobique de la relation amoureuse avec un garçon jusqu'à ce que j'y sois. Et donc du coup, je ne me comprenais pas et je demandais autour de moi, donc je cherchais. Donc c'est là pour moi que ça a commencé la descente aux enfers. Je cherchais chez les médiums, chez les autres soignants Reiki, par la kinésiologie, par la guidance. J'essayais de comprendre ce que j'avais aujourd'hui, avec le recul et en ayant été soignée par quelqu'un qui a une formation sur le MDR. C'est une technique pour traiter le stress post-traumatique qui a fait ses preuves scientifiquement. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais on sait prouver que ça marche. Et avant ça, je savais pas ce que j'avais. Et franchement, si les gens étaient capables de guider vraiment, ils auraient pu me dire ce que j'avais parce que c'était quelque chose de simple. J'étais juste traumatisée par une relation qui a été très abusive sur pas mal d'aspects, que ce soit physique et moral. Et du coup, moi j'étais perdue. Je comprenais pas. Je disais, voilà, j'aime mon copain, mais quand je suis avec lui et quand on est tout seul ensemble, il suffit que il ait un regard ou un geste qui paraît anodin à mes yeux pour déclencher chez moi une crise d'angoisse du tonnerre. En fait, maintenant avec le recul, je sais que il suffisait qu'il ait un regard qui ressemble un peu à celui de mon ex, que j'avais complètement verrouillé. J'avais carrément oublié en fait que j'avais cette histoire. Vu qu'elle m'avait plus jamais souffrir et que ça fait plus de 10 ans, je n'avais pas fait le lien avec ça. Si ça avait vraiment existé, si les gens avaient vraiment su me guider, si les gens avaient vraiment pu me délivrer des messages de mes guides, parce que je faisais que demander pendant presque 2 ans pourquoi j'étais comme ça et comment me soigner et vers qui me tourner, parce que vraiment ça me pourrissait la vie, parce que j'étais dans un état... J'étais en couple avec un garçon qui me faisait peur alors que factuellement il faisait absolument rien de mal. Et je ne me comprenais pas, ce n'était pas rationnel. Et du coup, je suis tombée sur des gens qui me disaient, c'est ta flamme jumelle, il est là pour te faire apprendre des choses et que tu apprennes. Et c'est dans l'inconfort que tu finiras par trouver la voie, quelque chose qui change, quelque chose qui fait que tu vas te transcender. Et en fait, juste, non, j'avais un traumatisme qui a été réglé par une technique simplissime, s'appelle le MDR, faite par une psychothérapeute qui s'y connaissait et qui ne canalise rien, qui utilise une technique, elle sait qu'elle fonctionne, sur moi, et qui m'a aidée, et qui m'a soignée, et qui m'a donné les clés qui m'a utilisé cette technique pour moi, et mon corps et mon cerveau a su se régénérer pour classer le trauma de la case traumatique à, paf, souvenir d'un truc qui ne m'affecte plus dans le présent aujourd'hui.
Et tout le monde me disait des trucs du genre choisis l'amour, pas la peur, des trucs comme ça. Et moi, du coup, j'essayais vraiment de choisir l'amour malgré ma peur. Sauf que plus je faisais de crises d'angoisse, plus j'étais fatiguée. Parce qu'une crise d'angoisse, ça fatigue énormément le corps et l'esprit. Et moins, du coup, j'arrivais à m'auto formater pour me dire juste choisis l'amour et n'aie pas peur. Et en fait, ben moi, mon cerveau, qui fonctionne comme un cerveau normal et qui apprend des expériences qu'il a eues pour savoir ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux, c'est un processus naturel qui fait que la première fois que tu approches ta main du feu et que tu sens que ça brûle, bah tu le retiens et tu fous plus ta main dans le feu après. C'est normal. Donc moi, la première fois que j'ai eu une relation amoureuse avec un mec et qui m'a fait énormément mal, bah mon cerveau il a décidé que bah, je devais plus avoir de relation avec un mec. Peut-être très certainement pour ça que j'ai été avec une fille juste après et que j'ai pas approché un mec pendant 10 ans. Enfin, je veux dire, à un moment que j'ai du recul dessus, je peux le voir. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé ma copine, hein. Je l'ai aimée énormément et je regrette absolument pas notre relation ou quoi que ce soit. Je regrette pas mon histoire et c'est comme ça. Du coup, je l'ai très sincèrement aimée et c'est pas parce que je détestais les hommes ou quoi que ce soit. Rien du tout, rien à voir. Je l'ai aimée parce que je l'ai aimée. Point. Personne savait m'aider. Personne savait m'aider. Tout le monde était plus démuni que moi et en fait, je me suis rendu compte que personne n'avait la vérité et tout le monde croit l'avoir. En fait, j'ai couru de formation en formation pour réussir à me sentir mieux, à traiter les peurs, les angoisses, les machins, les trucs. Et plus on va là-dedans, et en fait, plus on est vulnérable en allant dans. Celui qui va faire une formation pour traiter l'angoisse et l'anxiété, c'est quelqu'un qui est angoissé et qui est anxieux. Je veux dire, moi, je vais pas aller prendre des cours de français, je n'en ai pas besoin. Apprendre le cours de français de base, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de cours de français parce que je n'ai même pas de manque dans la langue française pour m'exprimer. Par contre, du coup, bah, si j'allais vers ça, c'est parce que j'étais angoissée et que j'avais besoin d'aide. Donc j'étais extrêmement vulnérable et je prenais, parce que du coup mes crises d'angoisse en fait elles me pourrissaient la vie, je n'avais plus de vie, je supportais plus. À chaque fois je me disais bon bah maintenant faut que j'arrête, si je suis pas bien avec lui, bah c'est peut-être que c'est pas le bon, alors du coup j'arrête. Et tout le monde me disait mais si c'est le bon, c'est l'homme de ta vie, c'est ta flamme jumelle, vous êtes des âmes sœurs, des mots comme ça, enfin ça n'existe pas l'âme sœur, faut arrêter. Je veux dire quand on choisit d'être en couple avec quelqu'un, ça match. C'est super, les deux ils font en sorte que ça, s'ils ont envie que ça continue, font en sorte que ça continue, nourrissent des pensées d'amour l'un envers l'autre, pardonnent, décident ensemble de continuer, de trouver des façons d'eux et puis nourrissent des moments d'amour ensemble pour que ça continue. Mais je veux dire, l'âme sœur ça n'existe pas, faut arrêter, t'as pas la personne qui est faite pour toi. Toi, t'es fait pour toi. Enfin, je veux dire, il n'y a que toi. T'es tout seul, t'es pas une moitié. T'es pas une moitié qui a besoin d'être complétée. Des pensées de merde comme ça. Et du coup, donc, j'étais enfermée dans un cercle vicieux parce que déjà, d'une part, on me disait que c'était pas sa faute à lui, ce qui est vrai. C'est vrai, c'était pas sa faute à lui. Mais du coup, des fois, j'étais tellement mal que je me disais, mais peu importe, en fait, moi, j'ai besoin d'aller mieux parce que je commençais à sombrer de plus en plus, je commençais à me sentir de plus en plus mal et personne ne pouvait m'aider autour de moi dans le développement personnel et dans la spiritualité. Et plus j'étais seule, et plus en plus je me culpabilisais de ne pas y arriver avec toutes les méthodes que j'essayais, et je me disais j'ai vraiment un problème, parce que tout le monde me disait mais si tu veux vraiment que ça s'arrange, ça va s'arranger. Mais moi je voulais vraiment que ça s'arrange, mais ça ne s'arrangeait pas, et j'avais beau créer les pensées pour guérir, tant que j'utilisais pas la méthode de guérison du trauma et que mon stress post-traumatique soit traité, mais je pouvais pas guérir, je veux dire, je pouvais pas guérir d'un traumatisme si personne ne m'aidait, si je trouvais pas la vraie personne. Sauf que pendant presque un an, tout le monde m'a dit que c'était ma faute, que j'étais pas, que je savais que je nourrissais des pensées négatives, que c'était moi qui le créais, que j'en étais responsable. C'est faux tout ça, j'étais pas responsable de mon traumatisme. Là où je suis d'accord responsabilisée, c'est quand j'ai décidé d'aller vers un thérapeute qui m'a aidée et qui avait une technique pour traiter le trauma qui m'a convenu. Avant ça, c'était pas ma faute si les gens qui me disaient... Enfin, j'ai cru les gens qui me disaient qu'ils pouvaient m'aider. Je suis allée, je me levais tôt pour aller faire de la méditation. Méditation, moi, qui me rendait folle.
Alors excusez-moi, mais moi la méditation, enfin je suis désolée, quand tu essayes de gérer un traumatisme d'enfance par la, hum, par la méditation pour calmer tes pensées, mais j'ai envie de te dire, va bien te faire enculer, je suis désolée. De toute façon, je m'en fous, je monétise pas mes vidéos parce que je vais en faire que 3, donc j'en ai rien à foutre. Donc va bien te faire enculer avec ta méditation. Ça ne servait à rien dans mon cas. Et tout le monde me disait, mais médite plus, médite mieux. Et en fait, j'étais de plus en plus angoissée parce que mon problème, d'une part, n'était pas traité, mais en plus, on me culpabilisait de pas y arriver et on me disait que c'était ma faute. À un moment, moi, j'ai pété les plombs, j'ai vraiment pété les plombs. C'est arrivé quand? Le jour où j'ai pété les plombs, c'est quand du coup j'avais fait tellement de crises d'angoisse que j'étais au bout de ma vie. J'étais avec mon copain de l'époque que je n'arrivais pas à quitter parce que dans mon trauma était un petit peu complexe. C'est-à-dire que j'avais peur de quitter la personne avec qui j'étais. Je vais raconter l'histoire comme ça c'est clair pour tout le monde. J'ai été en couple avec un mec qui était qui a abusé de moi d'un point de vue physique et moral et qui m'a fait du chantage en me disant que si je le quittais, il allait me faire vivre un enfer. Et je le croyais vraiment parce qu'il détenait quelque chose de mon intimité avec lequel il pouvait me faire extrêmement de mal et je préférais rester avec lui que de subir les conséquences de le quitter. Il a fini par me laisser parce que je partais à Nantes faire mes études alors qu'on était en Alsace et du coup il pouvait plus avoir de prise sur moi donc je ne l'intéressais plus et c'est là qu'il m'a laissé partir. Après ça, j'étais en couple avec une fille et du coup en fait je suis jamais revenue sur cette histoire parce qu'en fait du coup j'ai juste profité du fait que je déménage, je suis plus avec lui, super, ma vie va pouvoir recommencer et après j'ai été tranquille pendant tout le temps de mes études et pendant tout le temps de ma relation avec ma copine. Et du coup, à chaque fois que je me disais non mais en fait maintenant faut que j'arrive, faut que je suive mon cœur. Si je ne suis pas bien avec lui, c'est que je ne suis pas bien avec lui. Et du coup, il faut que j'accepte de m'aimer et de changer de conjoint et d'arrêter cette relation. Sauf que quand je me disais du coup je vais le quitter et que là du coup je me disais, je prenais mon téléphone, le nom, franchement, je pense que j'ai essayé de le quitter une quarantaine de fois. Je prenais mon téléphone. Je lui disais écoute je me sens vraiment pas bien, je ne sais pas pourquoi mais je veux te quitter. Et du coup je prenais le téléphone, je lui disais je me sens pas bien, j'entendais sa voix et j'arrivais plus à le faire. Et j'ai tourné en boucle comme ça pendant presque on a été ensemble 1 an exactement et ça a commencé à dégénérer à partir du moment où on a été en couple ensemble. Au bout de 3 mois, on avait 3 mois de relation super. Il était censé partir faire le tour du monde, donc c'était censé s'arrêter. Et puis, avant de partir faire son tour du monde, je t'aime trop, je veux qu'on reste ensemble, je veux qu'on soit ensemble. J'ai dit oui parce que moi, du coup, j'avais jamais eu mon trauma qui s'était réveillé parce qu'on n'était pas en couple. Et dès qu'on s'est mis en couple ensemble, c'était les descentes aux enfers parce que du coup, mon cerveau a décidé, mon cerveau s'est dit, mon Dieu, situation dangereuse. Donc là, le jour où j'ai vraiment pété les plombs, j'étais dans une telle détresse mentale et j'avais personne pour m'aider. Enfin si, j'avais ma meilleure amie, elle essayait de m'aider avec les outils qu'elle avait et en fait elle pouvait rien faire pour moi parce que comme j'arrivais, elle me disait si t'es pas bien quitte ton copain, mais j'arrivais pas à le faire à cause du trauma et j'étais pas bien à cause du trauma en fait. Mon problème c'était le trauma, c'était pas mon mec de l'époque. Et donc je suis aux Utopiales le 31 octobre et du coup j'étais très fatiguée par mes crises d'angoisse. Il y avait énormément de monde autour de moi donc ça me puisait dans mon énergie aussi. J'avais toutes mes pensées, toutes mes croyances qui étaient trop lourdes pour moi à porter et qui me faisaient à penser que d'une part, si j'étais avec ce mec, c'est que je l'avais choisi, c'est que je devais rester avec parce que du coup il fallait que je réussisse à transcender ce que j'avais comme problème. En même temps, je me disais, si tu t'aimes, il faut apprendre, il faut générer de l'amour. Donc si tu t'aimes vraiment, il faut que tu fasses ce que ton cœur te dit. Et mon cœur me disait de le quitter. Quand j'essayais de le quitter, j'y arrivais pas. Parce que du coup, mon traumatisme, l'autre partie de mon traumatisme, celui d'avoir peur de partir, que ce soit pire si je pars, se réveillait. Et du coup, je revenais au truc de base. Mais en fait, si j'arrive pas à le quitter, c'est sûrement parce que je l'aime vraiment. Du coup, c'est que j'ai quelque chose à transcender. Et j'étais tout le temps en boucle là-dedans. Et je suis descendue au fond du trou. Donc j'étais aux Utopiales. Et on va voir un film de science-fiction où c'est l'histoire d'un mec qui prend une espèce de drogue, c'est un scientifique qui prend une espèce de drogue ou de solution qu'il a créée lui-même parce qu'il croit en son truc et en fait génétiquement il redevient une partie primitive de lui, un petit peu comme dans le génome d'une poule, il y a des scientifiques qui ont réussi à réveiller une partie de sa génétique endormie qui pouvait faire avoir des dents. Du coup, donc ils ont réussi à faire une poule qui avait des dents.
Et ben c'était un petit peu cette histoire-là. Du coup, c'est un mec qui redevient un petit peu la partie, enfin le chaînon manquant de l'humain, et du coup, il redevient un espèce d'homme primitif. Suite à ça, il retrouve sa femme et il la viole. Et en fait, du coup, c'était une scène pour moi, c'était vraiment, c'était d'une violence. En plus, ce jour-là, mon mec, il m'avait gonflé parce que je l'avais trouvé idiot, parce qu'il me posait des questions que je trouvais débiles. Il me demandait de lui dire, enfin de lui expliquer la signification de mots que je trouvais transparents. Et du coup, j'avais fait des crises d'angoisse, j'étais fatiguée, il y avait du monde. En plus, je le trouvais bête et je me flagellais en disant qu'on n'a pas le droit de trouver quelqu'un de bête parce que tout le monde est divin et tout le monde est parfait. Plus du coup je rentre dans cette salle noire où il y a une scène qui me ramène à ce que j'ai vécu, où il y a un mec qui viole sa nana d'une façon horrible, et du coup c'était trop pour mon cerveau, et là j'ai senti que je touchais le fond, et là je me suis dit ça y est, j'en peux plus, ça y est, j'en peux plus, là j'ai touché le fond, j'ai eu envie de mourir. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de mourir. Donc on sort des Utopiales le 31 octobre, je fais la plus grosse crise d'angoisse de toute ma vie, je tombe à genoux devant la cité des congrès dans l'herbe, et là je me roule par terre parce que je supporte plus rien. J'ai la crise d'angoisse la plus énorme de toute ma vie, tout le monde me voit, j'en ai plus rien à foutre, je me laisse complètement aller, je suffoque, je suis vraiment pas bien parce que c'est la première fois de ma vie et je me fais peur à avoir des pensées de mort. Et mon mec de l'époque, il appelle ma meilleure amie pour qu'elle vienne à la maison, parce que il sait tellement plus quoi faire avec moi, il sait tellement plus comment m'aider parce que moi j'arrive plus à m'aider et je suis mon propre poison. C'est-à-dire que à cause du New Age et de tout ce que j'ai ingurgité comme croyance, je deviens mon propre poison et je m'enfonce plus bas en essayant de m'en sortir en utilisant de mauvaises méthodes. J'ai la présence d'esprit d'appeler le mec de mon ancienne coloc qui est un ami. Enfin, du coup, mon ancienne coloc est une amie et son mec est devenu un de mes amis aussi, et un ami qui m'est cher d'ailleurs. Parce que ce jour-là, je savais que lui, il avait des problèmes psychologiques, et il m'avait déjà expliqué qu'il prenait des médicaments parce que lui, ses problèmes psychologiques étaient chimiques et de famille, et qu'il y avait beaucoup de gens dans sa famille qui étaient comme lui. Et du coup, il avait une certaine sérénité face à ses problèmes psychologiques et à ses phases de grosses déprimes qu'il pouvait avoir, parce que lui savait que c'était chimique et qu'il pouvait se faire aider par la médecine, parce que il me disait toujours cette phrase, il me disait Jennifer, tu as de la chance que toi, ton problème, il vienne de l'extérieur, parce que moi, c'est à l'intérieur de mon corps que je suis comme ça, et je suis obligée de prendre des médicaments, et toi, tu vas trouver un moyen de te soigner. Parce que c'est l'extérieur qui te fait du mal, et du coup ça va aller. Alors je sais pas s'il avait raison à ce moment-là, et il me disait de prendre des médicaments. Moi à cette époque-là j'étais anti-tout, j'étais anti-vax, j'étais anti-médicaments, je croyais que la médecine qui était du coup traditionnelle était le mal, enfin je veux dire je voyais tout en mal, je ne jurais que par mes croyances, je veux dire je n'allais pas vers ce qui m'aidait. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, parce que du coup je me disais il faut absolument que je quitte mon copain, et j'y arrivais pas, et j'y arrivais pas, et j'y arrivais pas, et en plus il essayait de m'aider, donc je me sentais coupable parce que je me disais j'arrive pas à le quitter, je suis en train de penser qu'il faut absolument que je le quitte, j'arrive pas à le formuler, et lui il est là à m'aider alors que je vais lui foutre un coup de poignard dans le cœur, et enfin c'était terrible, heureusement c'est fini. Et Et du coup, cet ami m'aide à me calmer assez pour que ma crise d'angoisse finisse par cesser. Je finis par juste pleurer, j'arrive à rentrer chez moi, ma meilleure amie de l'époque, j'en parle comme si c'était plus ma meilleure amie aujourd'hui, mais si, mais en fait c'est juste que notre amitié a tellement changé que j'ai l'impression d'être amie avec la même personne de différentes façons. Donc quand elle était mon amie du développement personnel et qu'on partageait ça, elle est venue me voir et en fait elle m'a fait un soin du tonnerre pour que j'aille mieux. Elle m'a mis dans un bain, elle m'a frotté avec du sel. Et en fait, avec le recul, maintenant je sais juste. C'est pas son soin énergétique qui m'a calmée, qui m'a fait du bien et qui m'a donné l'énergie, enfin qui m'a redonné un petit peu d'énergie pour que je puisse aller me coucher et dormir et que j'arrête de me faire du mal. C'était juste parce qu'elle était là en fait. C'était pas parce qu'elle me soignait avec des énergies à la con. C'est juste parce qu'elle était là, qu'elle était en train de s'occuper de moi et que pendant 2 secondes j'étais séparée de mon mec qui me faisait peur. Merde. Et du coup, en fait, c'est parce que pendant quelques minutes, il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi et qui prenait en considération ma souffrance, sans me dire « Oh, mais Jen, arrête de penser, fais de la méditation et ça va aller mieux. »
allez vous faire foutre. Du coup, donc elle était là, ça me fait du bien. Elle me dit qu'elle avait jamais vu quelqu'un comme ça. Elle me dit j'ai jamais vu quelqu'un qui a plus sa pépite divine à l'intérieur, j'ai dû la ramener dans ton corps parce que bah c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais vraiment des pensées de mort et du coup je lui ai dit j'ai envie de mourir, c'est la première fois que ça m'arrive, je veux mourir. Et bon bref, elle m'aide et ça me fait du bien. Du coup le lendemain matin, je me réveille, même bail, ça recommence. Parce que bah du coup, c'est pas parce que j'ai bien dormi, enfin c'est pas parce que j'ai réussi à dormir quelques heures que bah mon problème est réglé. Et puis les schémas dans lesquels j'étais rentrée de pensée et de croyances qui me renvoyaient toujours dans le même cercle et où j'étais de plus en plus mal et en plus j'étais de plus en plus démunie parce que j'y arrivais pas et on me faisait croire que c'était moi inconsciemment qui voulais pas être guérie, qui faisait que je n'y arrivais pas. Parce que les autres, ils y arrivent en fait. Et toi, t'es le mauvais élève. T'y arrives juste pas parce que tu te donnes pas les moyens. Du coup, je donnais encore plus les moyens et je m'enfonçais encore plus dans ces méthodes de merde qui me faisaient plus mal encore. Et du coup, ben, ce jour-là, donc je me réveille donc le 1er novembre, jour des morts, un jour où j'avais envie de mourir. Alors du coup, les gens, ils vont y voir des signes, mais en fait, pas du tout. C'est juste que bah, c'est à ce moment-là que c'est arrivé, point. Donc le 1er novembre, 7 jours avant mon anniversaire, enfin super, j'ai passé l'anniversaire le plus naze de ma vie. Et du coup, je me réveille et je suis dans les mêmes bails. Et là, en fait, bah, j'ai un processus naturel de mon cerveau. Je le sais, enfin, je le crois. Je pense que c'est ça aujourd'hui où je me lève, je vais tellement mal que j'ai envie de me faire physiquement mal pour ressentir autre chose que ma douleur psychologique. J'ai compris par la suite où j'ai appris par la suite, mais je me disais bon, ça y est c'est bon, je suis en train de devenir folle, ça y est je suis tarée, je vais me faire mal, enfin ça y est, ça y est c'est foutu pour ma gueule, ça y est c'est fini quoi. En fait j'ai appris par la suite que bah, c'est quand tu souffres tellement psychologiquement, la souffrance psychologique n'est pas capable de faire que ton corps génère des endorphines quand tu as une douleur. Par contre, les maux physiques, ton cerveau est capable de déclencher de l'endorphine pour que du coup ça vienne atténuer tes souffrances. L'endorphine est capable d'atténuer les souffrances psychologiques aussi. Du coup, en fait, j'ai trouvé inconsciemment un moyen de me générer de l'endorphine. Sauf que moi, j'ai pas voulu le faire. Je me dis non mais faut arrêter. Je veux juste qu'on m'aide. Mais du coup, de moment, je comprends pourquoi il y a des gens qui se scarifient. Je comprends pourquoi il y a des gens qui se tapent la tête contre le mur physiquement quand ils vont pas bien. Je sais maintenant pourquoi. J'étais je jugeais complètement ça avant parce que je me disais que, d'ailleurs, je jugeais les gens qui voulaient se suicider, je jugeais les gens qui se scarifiaient en me disant que c'était des gens paumés. Bah oui, oui, et j'étais paumée. Du coup, j'ai été paumée aussi ensuite après, et du coup, j'ai beaucoup plus d'empathie pour les gens comme ça parce qu'avant, je comprenais pas. Ça m'était jamais arrivé donc je pouvais pas comprendre. Maintenant que ça m'est arrivé et qu'en fait je me rends compte que ça peut arriver même à quelqu'un qu'on peut considérer comme fort mentalement, parce que moi tous mes amis m'ont toujours considérée comme très forte. Bah cette période de ma vie je l'étais pas du tout. Donc donc je dis à mon copain, là je suis tellement mal que je veux aller aux urgences psychiatriques. S'il te plaît, emmène-moi aux urgences psychiatriques parce que je deviens dangereuse pour moi-même. J'ai eu cette présence d'esprit. Il me croyait pas trop, il était là genre du coup moi je savais pas que les urgences psychiatriques à Nantes elles étaient au CHU. Du coup on est allé à Waldeck-Rousseau, je crois que ça s'appelle comme ça. En plus il y avait pas de tram donc on y est allé à pied parce que c'était un jour férié. Donc le temps de marcher, je pleure sur le chemin et tout, donc on arrive en face de l'hôpital psychiatrique. Et là en fait je me rends compte que on peut pas y aller parce qu'ils traitent pas les urgences. Donc on retourne au CHU, nous on était passé devant, on retourne au CHU. Je m'assois, donc je vais, en plus c'était un moment horrible, donc je vais, il y a des gens ils sont là avec le doigt coupé, et moi j'arrive, je dis j'ai envie de mourir, j'ai besoin d'aide. Donc j'arrive au CHU de Nantes et puis je vois une psychiatre qui me dit que en fait ici c'est les urgences psychiatriques et qu'elle traite les urgences, qu'elle va pas pouvoir m'aider, qu'elle va juste pouvoir me soulager. Et elle me dit de quoi est-ce que vous avez besoin pour ne plus avoir envie de mourir. Et là, je lui dis, j'ai besoin d'arrêter d'être angoissée, et d'arrêter d'avoir peur, et d'arrêter d'être mal, parce que ça fait presque 1 an que je suis comme ça, et là, je suis au bout de mes forces, en fait, faut qu'on m'aide. Donc, elle me donne un anxiolytique, et là, avec l'anxiolytique en bouche, et je redescends, et
Et je me sens mieux et en fait j'ai l'impression d'aller de nouveau bien parce que j'ai un anxiolytique. C'est un pansement où on ressent plus sa propre angoisse mais on continue d'être angoissé mais on la ressent plus. C'est juste que ça nous permet au moins de redescendre de redescendre en pression pour pouvoir dormir, pouvoir manger. Et du coup ça me shoot complètement et après je dors et je dors et je dors et ça me va mieux. Mon mec de l'époque part en... On avait prévu de faire un voyage en Amazonie où j'étais censée aller chez les Uniqueen, prendre des drogues psychotropes. J'ai décidé de pas y aller parce que je pense que si j'y étais allée, je ferais partie de ces occidentaux perdus pour toujours dans des hôpitaux psychiatriques de ces parties du monde. Parce que j'aurais pris des drogues alors que j'étais dans un état psychologique extrêmement grave. Et parce que j'avais envie de mourir quand même. Je connais pas vraiment d'état psychologique plus grave que ça, avoir envie de mourir, je sais pas, j'en sais rien, je juge pas, j'en sais rien en fait, on s'en fout. Et du coup, il part, il a pas de réseau et pendant un mois, je peux pas lui parler. Et là, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien parce que je suis plus en contact avec la chose qui réveille mon trauma et qui réveille mon angoisse. Et là, je commence à reprendre pied. Et dès qu'il revient, là, j'ai l'énergie. Parce que du coup, je sens que ça revient. Je reprends pied, je reprends goût à la vie, je reprends pied, je retourne. J'arrive à être au travail, de commencer de nouveau à rigoler avec mes collègues et tout. Je commence à me sentir de nouveau mieux. Il revient, je le vois. Et là, ça recommence. Et là, je me dis, c'est foutu. Et là, j'ai instinct de survie, je le quitte. Sans autre forme de procès, on s'était pas vu depuis un mois, il attendait qu'une chose, c'était me revoir. Il arrive, je le ramène chez moi, je le cherche à la gare, je le ramène chez moi, il avait vécu l'enfer, je le quitte sans aucune autre forme de procès parce que là je me dis que si j'y retourne, je vais mourir. Et donc je le quitte, et en même temps que je le quitte, j'avais encore, même si je l'avais quitté, j'avais encore des pensées et tout, j'arrivais plus à gérer mon cerveau et avec toutes mes croyances, et là du coup je décide que je quitte toutes mes croyances en même temps. Et je me sens de mieux en mieux. Et en fait, tout s'en va petit à petit. Je déconstruis tout, j'arrive à tout. Je ne vais plus du tout chercher d'aide. Juste, j'apprécie de ne plus être angoissée. Je veux même pas aller bien, j'apprécie d'être en vie. Et là, j'arrête de me poser des questions et d'essayer de chercher d'aller mieux et tout ça. Et en fait, en même temps, j'ai réglé mes problèmes existentiels. Parce que j'ai eu des problèmes tellement plus graves que mes problèmes existentiels, ils étaient plus importants. Du coup, mes problèmes existentiels, j'ai continué à les avoir. Je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire de ma vie, mais je m'en fous parce que je ne souffre pas. Je souffre moins en tout cas. Enfin si, je sais ce que je veux faire de ma vie, je vais entrer en archi. Je suis en train de chercher mon premier boulot et j'ai envie de le faire, et je suis hyper contente, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé qui j'étais avant parce que j'ai complètement changé de personnalité, j'ai retrouvé mes anciens intérêts, j'ai toujours été très intéressée par les sciences et la vulgarisation scientifique, malgré que je sois partie dans des croyances incroyables. Hein. J'étais intéressée par plein de trucs que je m'interdisais de toucher parce que c'était des... ça faisait descendre ça faisait baisser mes vibrations de regarder des films d'horreur ou des trucs comme ça et en fait juste j'aimais ça juste et du coup j'ai réappris à juste plus juger ce que j'aimais, plus juger ce que je pensais et arrêter d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même alors que j'avais un trauma à traiter. Donc pendant un an j'ai fonctionné comme ça. J'ai eu une autre histoire d'amour avec un garçon, ça a recommencé parce que mon problème c'était d'être en couple et d'avoir peur d'être en couple et de rentrer dans une relation abusive. Je me suis séparée de ce garçon. On s'est séparés. Il m'a quittée, je crois, au bout de 5 mois parce que ça marchait pas vraiment. Et puis je me disais, bon, ça doit encore. Parce que du coup, j'avais la croyance que peut-être c'était le mec en question qui me faisait du mal parce que c'était pas le bon et que je me forçais à rester avec parce que j'avais peur de lui faire du mal en le quittant. J'ai découvert plus tard mon trauma chez la psy en question. Ça fait pas longtemps d'ailleurs que j'ai débunké ce bon vieux trauma. Et avec mon copain d'aujourd'hui, ça a aussi recommencé. Et là, je me suis dit, non, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas arriver avec tous les garçons. C'est pas possible. Ils sont tous différents les uns des autres avec qui je suis sortie. C'est pas leur personnalité le problème. Là, vraiment, c'est moi. Faut que... là, il y a un truc en moi. Et là, j'ai su me tourner vers la bonne personne. Je suis allée voir la psychologue qui m'avait aidée à la... Du coup, j'ai vu cette psychologue 2 fois, juste à la sortie où j'ai lâché tout le développement personnel. Et où je suis allée voir cette psychothérapeute. Parce qu'on me l'avait conseillé et c'était des gens qui étaient carrés et les pieds sur terre qui m'ont conseillé cette psychothérapeute, donc j'ai fait confiance et j'y suis allée et j'ai bien fait.